La voix des milieux. L'émission qui part à la découverte des relations entre humains et environnement. Une production radio-anthropocène animée par Damien Rondepierre. Un partenariat avec l'axe environnement urbain de la Maison des Sciences de l'Homme, Lyon-Saint-Étienne. Le jeudi 30 janvier, l'axe environnement urbain de la Maison des Sciences de l'Homme Lyon-Saint-Étienne diffusait le film documentaire Transition sous tension, enquête sur l'ouverture d'une mine de lithium, afin de mettre en discussion les enjeux liant l'extractivisme minier et les transitions énergétiques avec l'équipe du film. Dans cet épisode de La Voix des milieux, nous recevons la réalisatrice du documentaire, Violeta Ramirez, et les deux coproducteurs, Marie Forget et Camille Giraud, tous deux enseignants-chercheurs en géographie à l'université Savoie-Mont-Blanc. Pour nous, ils reviennent tous les trois sur ce qu'est l'extractivisme minier à partir de l'exemple des Chassières, petite commune située dans l'Allier, mais aussi sur le rôle que peut revêtir un tel film scientifique. Bonne écoute. La voix des milieux. L'émission qui part à la découverte des relations entre humains et environnement. Avec nous, dans La Voix des milieux, Violeta Ramirez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, spécialiste des questions de transition énergétique et aussi des méthodes d'anthropologie filmique. Vous avez réalisé le film documentaire dont nous allons parler aujourd'hui, Transition sous tension, enquête sur l'ouverture d'une mine de lithium. À vos côtés, les deux producteurs du documentaire, Marie Forget, bonjour. Bonjour. Camille Giraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux enseignants-chercheurs en géographie à l'université Savoie-Mont-Blanc au sein du laboratoire Environnement, Dynamique et Territoire de Montagne. Vous êtes Marie Forget, spécialiste des questions environnementales et énergétiques. Vous travaillez notamment sur des terrains en Amérique du Sud. Et Camille Giraud, vous êtes spécialiste des politiques environnementales et des questionnements autour des valeurs environnementales. Alors Violeta Ramirez, je m'adresse à vous pour commencer cet entretien. J'aimerais que vous présentiez aux auditeurs le contenu de votre film, alors en quelques mots bien sûr, afin qu'on puisse rentrer en matière tout doucement. Transition sous tension, c'est un documentaire, j'aime bien aussi l'appeler film de recherche, que j'ai réalisé en 2023 en faisant du travail de terrain dans la région de l'Allier et du Puy-des-Dômes, aux alentours d'un gisement de lithium qui se trouve à Échassières et dans lequel il y a un projet connu comme EMILI, exploitation des mica litinifères par Imerys, et un projet donc de mine de lithium est annoncé publiquement en octobre 2022. Et moi, j'ai réalisé donc pendant 2023 une enquête ethnographique auprès de la population de ces territoires pour comprendre leur vision de ces projets-là et plus largement de leur vision sur les politiques publiques de transition énergétique et sur les changements climatiques. Alors, votre film sort en 2024, vous l'avez dit, vous avez fait votre enquête ethnographique pendant toute l'année 2023. Donc, en fait, on se situe après les déclarations d'Emmanuel Macron qui, en 2022, disait cette phrase « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a du lithium », pour paraphraser une phrase post-crise pétrolière dans les années 70. Est-ce que cette sortie du président, elle est révélatrice pour vous du contexte dans lequel vous réalisez ce film, Violeta ? Et effectivement, le contexte, c'est celui du renouveau minier en Europe et en France. Donc, ces projets-là de mines seraient peut-être la première mine en France. Et peut-être Marie peut compléter et sur les contextes des régulations autour de la transition énergétique. Alors, allez-y, Marie Forget, je vous laisse compléter cette question. Oui, en fait, le projet de mine de lithium d'Imerys, il naît finalement en réponse aux accords de Paris qui cherchent à décarboner finalement les transports. Et la solution technique qui a été proposée, c'est de développer la mobilité électrique, donc une flotte de véhicules électriques, ce qui engendre une demande croissante de métaux et de minéraux dits de transition énergétique, puisque ces métaux et minéraux, ils vont aussi alimenter les dispositifs
de fabrication énergétique, les éoliennes, les panneaux solaires. Donc si on regarde un petit peu les projections, le lithium, il est un petit peu sous les feux de la rampe, puisque d'ici à 2040, on considère que la demande va être multipliée par 40. Mais ce n'est pas le seul. Le cuivre, c'est fois 20, le nickel fois 25. Donc on est vraiment dans ce contexte-là. C'est vraiment ce problème public, on pourrait dire, qui a fait que vous vous êtes emparé de cet objet-là, ou est-ce qu'il y aurait d'autres éléments qui pourraient expliquer la genèse d'un tel projet, Camille Giraud ? C'est à la fois la rencontre de ce problème public, effectivement, et puis de questions de recherche plus fondamentales, c'est-à-dire en s'intéressant à la manière dont les habitants d'un territoire le perçoivent différemment, projettent des valeurs économiques, des valeurs culturelles sur un tel territoire. Et puis, vous l'avez très bien dit, comment finalement des politiques publiques pensées à des échelles nationales, européennes et bien sûr mondiales, peuvent avoir des répercussions très concrètes, très directes sur des territoires locaux. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous l'avez appelé « Transition sous tension » ? De quelle tension voulez-vous parler dans ce film ? Violeta Ramirez. Oui, c'est la tension qui existe donc sur ces territoires entre différentes visions par rapport à ces projets-là. Donc, il y a une partie de la population qui est plutôt favorable à l'exploitation du lithium, et il y a une partie qui conteste ces projets. Et donc, c'est cette tension-là, mais c'est vrai qu'il y aurait d'autres tensions à ajouter, et notamment celle du changement climatique, parce que c'est vrai que tous les secteurs de la population sont sensibles au changement climatique et à l'évolution de l'environnement, que ce soit les agriculteurs ou les simples habitants de ces territoires-là. Donc ça, c'est aussi une tension et face à laquelle il faut trouver des réponses. Et le film parle de ces réponses-là et essaye de voir si elles sont adaptées ou pas par rapport au problème. Alors, avant de revenir sur cette question du changement climatique, on va aller plus en profondeur sur le film, sur le documentaire. Il donne la parole aux habitants d'Échassières, une petite commune de 400 habitants, qu'on rencontre en fait tout au long du visionnage. Pourquoi avoir décidé de réaliser un film qui s'intéresse particulièrement aux habitants du territoire ? Et qu'est-ce que ça va nous apprendre en fait d'une certaine acceptabilité de projets d'extraction minière de manière générale. Alors on va revenir sur la première question et après on pourra aller sur la deuxième. Violeta Ramirez encore. Je pense que l'objectif était quand même de voir quelle était la réception de ces types de projets qui sont souvent décidés dans d'autres sphères et dans d'autres territoires aussi, parce que c'est dans les centres urbains qu'on décide de ces projets-là. Et l'idée, c'était justement de voir comment tout ça a été reçu et perçu par des habitants. Mais moi, je trouve que ces projets-là de lithium, c'est aussi un prétexte pour discuter avec une population qui est particulièrement informée et puis un état de réflexion, et parce qu'il existe cette menace extractive, et pour parler avec une population sur des questions larges de l'état du monde en fait. Et c'est comme ça en tout cas que je le vois en tant qu'anthropologue peut-être. Et donc j'ai mené un dialogue avec cette population que j'aurais pu aussi mener ailleurs, dans un territoire rural ou pas. Mais je trouve que peut-être le fait qu'il y ait ces projets extractifs accélère un peu la réflexion autour de la question climatique et des réponses à trouver à ces problèmes-là. Et Marie Forget, est-ce que, je me permets de prolonger la question, Échassières est un village qui a une histoire somme toute particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est le contexte à la fois historique, minier et géographique de ce village pour qu'on puisse se le situer ? Alors pour répondre à votre question et pour rebondir peut-être sur la question précédente, en fait le film il a été financé par le LABEX ITEM qui pose vraiment des questions autour des transitions un petit peu plurielles en territoire de montagne et de manière un petit peu plus large.
Et Chassières en fait partie. Il fait partie de l'ensemble Massif Central. Si on n'est pas vraiment sur de la montagne, on est en tout cas sur des espaces ruraux d'assez faible densité, qui effectivement a connu une histoire minière assez forte, puisqu'on y a exploité le tungstène jusque dans les années 60-70. C'est aussi un endroit qui est particulièrement bien renseigné en termes de ressources minières, puisqu'il y a des cartographies du BRGM qui avaient déjà identifié le gisement de lithium dans les années 80. Donc c'est en quelque sorte une redécouverte qui est liée à un contexte économique et géopolitique global. Et Camille Giraud, le documentaire met en avant des divergences d'opinion parfois très fortes entre les habitants. Est-ce que c'est un choix à la fois de réalisation? Est-ce que le village est aussi divisé qu'il n'y paraît? Je vous laisse répondre en premier et après vous pourrez tout à fait prendre la parole, Violeta Ramirez. Oui, un des objectifs du documentaire, c'était effectivement de montrer ces positionnements différents par rapport à un projet donné, avec des oppositions qui peuvent se structurer, mais contrairement à d'autres projets, je pense à un certain nombre de projets d'aménagement, on n'a pas d'opposition qui serait clairement identifiable avec des marqueurs paysagers, par exemple, très très forts et une tension évidente, disons, au sein de la communauté villageoise. Finalement, et c'était l'objectif du documentaire, on rentre plutôt dans la complexité du positionnement par rapport aux enjeux liés à la transition énergétique et écologique. Et chacun, que ce soit les habitants des Chassières ou les spectateurs, spectatrices bien sûr, du documentaire, peuvent se dire qu'en est-il? Quoi penser? Que penser de cette situation-là? Et un des objectifs du film documentaire, c'était finalement surtout de vraiment poser clairement ces questions-là en montrant que les réponses ne sont pas du tout évidentes et ne sont pas du tout univoques. Et quelles sont ces réponses alors, Violeta? Quel profil ou quel tableau peut-on dresser en fait de l'acceptabilité sociale d'un tel projet sur les villageois que vous avez rencontrés, qui seraient plutôt pour, qui seraient plutôt contre? Comment est-ce que ça en fait, ça se matérialise dans les discours des personnes que vous avez rencontrées? J'ai identifié un peu deux profils d'habitants, mais c'est sûr que ce serait un peu réducteur aussi de ramener tout à deux catégories. Mais j'ai vu que les personnes qui habitent depuis très longtemps sur les territoires, elles étaient plutôt favorables ou en tout cas réceptifs par rapport à ces projets-là. Parce que le territoire a toujours vécu de l'exploitation minière. À Chassières, il a eu une exploitation des tungstènes de 1913 à 1962. Et du coup, la population a déjà connu la mine, l'extraction, et même une certaine réputation positive du village est liée à cette exploitation. Et beaucoup d'habitants et des anciennes générations ont pratiqué ces travaux. Et de l'autre côté, il existe aussi un profil des plutôt nouveaux arrivants ou nouveaux habitants du territoire, pas toujours provenant des villes, mais d'autres territoires qui vont peut-être accorder moins d'importance à cette identité minière du territoire et rattacher au contraire un imaginaire plus de nature à préserver à ces territoires-là. Parce que, pour comprendre, la mine est un véritable enjeu d'identité territoriale. Marie Forget, peut-être ? Alors, on s'est rendu compte en travaillant sur l'acceptabilité sociale justement des activités minières, qui est un terme vraiment très très controversé, en tout cas dans les sciences sociales, puisque cette acceptabilité sociale, elle serait en quelque sorte, disons que c'est un principe qui fait qu'on va mettre en place un certain nombre d'étapes qui vont faire que le projet soit accepté, alors qu'un projet peut tout à fait ne pas être accepté ni acceptable sur un territoire. Donc c'est déjà un terme sur lequel il faut prendre un petit peu des pincettes. Mais en tout cas, on s'est rendu compte que souvent, un territoire qui avait connu une histoire minière était
souvent plus favorable puisqu'il y avait une dimension socio-économique, une dimension de vie du territoire, des gens qui étaient attachés finalement à certaines pratiques, à la fierté d'être mineur. Et puis on le voit bien en fait dans le documentaire, l'extraction de tungstène a quand même laissé finalement des finances pour la commune des Chassières qui perdurent jusqu'à maintenant avec le maintien d'un certain nombre de petits commerces, le maintien d'un certain nombre de populations, de services publics comme l'école. Donc il y a aussi cet attachement finalement à la vie du territoire. Dans le film, on voit se dresser quelque chose ou une entité en filigrane qui rassemble un peu les deux types de populations que vous mettiez en évidence tout à l'heure. C'est l'eau, c'est la problématique de l'eau. Camille Giraud, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Pourquoi l'eau ressort dans tous les discours, qu'on soit pro-mine ou anti-mine? Parce que c'est une ressource évidemment fondamentale qui concerne tout le monde, toutes les activités, qui concerne chacun au quotidien et dont on ne peut se passer. Et une ressource qui est fortement inscrite aussi dans les territoires. C'est-à-dire que même si on a évidemment des possibilités d'acheminer de l'eau, on ne peut pas le faire sur de trop longues distances pour des raisons assez évidentes. Et donc les questions que pose l'exploitation minière sont des questions à la fois liées à la disponibilité de l'eau et au partage finalement de cette ressource entre différentes activités, que ce soit l'agriculture, bien sûr, on sait que c'est une activité qui consomme, en tout cas dans ses formes traditionnelles ou conventionnelles, beaucoup d'eau. L'extraction minière aussi consomme beaucoup d'eau et surtout dans le traitement ensuite des matériaux excavés pour justement séparer les différents composants et finalement extraire véritablement le lithium. Et puis l'eau, c'est l'eau potable, c'est l'eau aussi avec une forte valeur, disons, symbolique, qui représente la vie, qui va couler dans les petits cours d'eau, etc. Et donc on a ces valeurs qualitatives, en tout cas cette dimension qualitative liée à l'eau, parce qu'il ne s'agit pas seulement que l'eau soit disponible, il faut que l'eau soit de bonne qualité. Et donc l'eau cristallise finalement beaucoup d'enjeux, et notamment beaucoup de craintes liées à des formes de partage qui pourraient conduire finalement à un manque de disponibilité en eau, mais aussi de pollution de cette eau. C'était une hypothèse de recherche assez forte au début, c'est-à-dire avant de réaliser le film, que d'essayer d'appréhender cette question territoriale et pas seulement la question minière à travers l'eau. Alors, on va revenir sur la question du changement climatique que vous avez évoqué plusieurs fois depuis le début. Cette extraction minière, elle est souvent annoncée sous couvert de transition écologique. Est-ce que ces projets, vous qui les étudiez depuis assez longtemps, Marie Forget, sur différents territoires, est-ce qu'ils sont véritablement une réponse aux dérèglements environnementaux? Dans quelle mesure ils peuvent être une réponse? Et pour quelle vision, en fait, de la transition écologique ou de la transition énergétique le sont-ils? Alors c'est une question bien évidemment qui est complexe et ils sont une réponse pour alimenter les dispositifs techniques qui rentrent dans ce qu'on appelle aujourd'hui la transition écologique, en tout cas la transition énergétique. Donc ils vont alimenter de manière indirecte la transition énergétique pour la fabrication des dispositifs techniques. Dans ma réponse, il y a la réponse à votre question, c'est-à-dire que c'est une des visions de la transition qui s'appuie principalement sur l'innovation technologique, où on va essayer de substituer finalement des formes énergétiques par d'autres formes énergétiques, mais qui globalement ne remettent pas en question le mode social fondé sur la consommation. C'est-à-dire qu'en voulant utiliser de nouvelles formes énergétiques, on ne remet pas sur la table en fait, des questions qui sont présentes depuis très très longtemps. C'est la thématique des ressources qui sont finies avec un monde qui fonctionne sur une croissance qui est censée être infinie. Donc il y a aussi un fort paradoxe. On est encore en fait sur un modèle du changement pour ne pas trop changer, on pourrait dire, Camille Giraud?
faudrait que je réfléchisse un petit peu à votre formule, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un modèle de la continuité par rapport, on pourrait dire, aux habitudes qui ont été prises, par rapport au grand système économico-politique, et nommons-le, un système capitaliste, Marie le disait à l'instant, basé sur la croissance, et notamment bien sûr sur la croissance économique, en postulant finalement des ressources quasiment infinies, et en gérant ces ressources comme si elles étaient infinies. Et aujourd'hui, on se rend compte que, de manière de plus en plus prégnante, que ce n'est pas le cas. Et pour autant, et c'est certainement la contradiction, le paradoxe, et pour autant, oui, ce paradoxe, c'est celui d'une finitude qui rattrape les différents acteurs, que ce soit les gestionnaires, les décideurs, et bien sûr, vous et moi, c'est-à-dire les citoyens qui se rendent compte un petit peu de cette finitude des ressources. Pour autant, je ne sais plus quelle était votre formule, changer sans changer, enfin voilà, ce genre de choses. Pour autant, un changement beaucoup plus radical, ce serait, alors je vais jargonner un instant, mais on est sur la radio anthropocène, donc je pense qu'on peut se le permettre. Vous pouvez. Donc ce serait véritablement un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement beaucoup plus profond, un changement structurel, un changement de paradigme ou un changement systémique. Et là, il est facile de le formuler d'un point de vue intellectuel. Il est certainement beaucoup plus difficile de le mettre en œuvre en pratique. Effectivement, mais est-ce qu'on peut dire, comme l'assure dans le documentaire un employé de la société Imerys, qu'il existe des mines respectueuses de l'environnement? Quels sont pour eux les arguments qu'ils mettent en place pour dire qu'elle est respectueuse de l'environnement? Dans quelle mesure, après, une fois que vous nous aurez peut-être expliqué ça, ce discours tient en quelque sorte? Marie Forget, pardon. Alors, la mine durable, la mine verte, comme on peut l'appeler, c'est un qualificatif qui a été forgé par les entreprises minières elles-mêmes. Et donc, c'est ces mêmes entreprises minières qui ont mis en place un certain nombre de standards pour s'auto-qualifier de mines responsables, en essayant d'avoir un retour sur les pratiques qu'il y a eu dans le passé. Alors, sur le papier, les dynamiques sont plutôt positives, c'est-à-dire qu'effectivement, les mines polluent moins qu'à l'époque. En tout cas, on essaye d'avoir des réponses techniques de recyclage de l'eau, des réponses techniques de diminution de la pollution des sols. Mais une mine durable ou une mine verte n'existe pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ouvre une mine, on sait qu'on va avoir des impacts, on sait qu'on va polluer. Peut-être moins en valeur absolue que les mines par le passé, mais il n'en reste que c'est des normes qui sont auto-définies. Est-ce qu'il pourrait y avoir un certain discours qui semble revenir, en tout cas je l'ai écouté à plusieurs reprises dans les médias, qui est de dire que les Français ne seraient plus habitués à voir directement les mines, l'exploitation de ressources sous leurs yeux, et que du coup c'est pas seulement lié à une question de souveraineté, mais aussi de vie quotidienne, que de vivre avec les déchets qu'on crée, avec les problématiques qu'on crée de manière directe. Est-ce que ça c'est un discours que vous avez pu entendre lors de vos entretiens et lors de la réalisation du film, Violeta Ramirez? Alors j'ai un peu écouté la critique donc à ces discours, c'est-à-dire que certaines personnes étaient plus ou moins prêtes à accepter cette mine parce qu'elles considéraient que d'un point de vue moral, c'était ce qu'il fallait faire, d'assumer cette responsabilité des impacts liés à nos consommations. Mais aussi, pour certains autres cas, j'ai cru sentir aussi un peu un refus de voir ces infrastructures et ces exploitations s'installer près de ces maisons-là. Et même pour des personnes qui avaient ces consommations, même des lithium, de façon assez évidente, donc des voitures électriques, etc. Donc c'est sûr que tout ce qu'on est en train de vivre, comme la relocalisation des infrastructures énergétiques dans les Nord global, c'est sûr que ça va prendre un certain temps pour les populations pour accepter ça. Et en tout cas,
pour moi, les points positifs, si on peut dire, c'est que ça crée du débat public autour de ces productions d'énergie et de ces infrastructures, mais du coup aussi autour des modes de vie et des modes de consommation. Et je pense que c'est ça ce qu'on peut tirer un peu aussi comme enseignement de cette relocalisation des productions minières, des productions énergétiques, c'est que on se débat dans le nord parce qu'on a quand même une responsabilité bien majeure par rapport au territoire d'où aujourd'hui viennent ces énergies. Marie Forget, vous vouliez rebondir ? Oui, parce que c'est tout à fait exact ce que dit Violetta. Ça a l'avantage de rapatrier un petit peu les problématiques qu'on avait externalisées. Après, l'argument tiendrait si ça permettait de diminuer les exploitations au sud, ce qui n'est absolument pas le cas, puisqu'on est dans un processus cumulatif et non de réduction. Donc ces exploitations, elles se font surtout au nom de la souveraineté sur la matière première, c'est-à-dire de sécurisation des approvisionnements, ce qui est inscrit dans la feuille de route du Green Deal européen. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir garantir à l'échelle de l'Europe un certain pourcentage d'approvisionnement sur notre sol pour réduire la dépendance envers les pays exportateurs. On est en fait toujours sur l'idée d'accumulation énergétique, comme le disait Fressos dans Sans transition. Dans le documentaire, on entend un habitant dire qu'il faut faire en quelque sorte confiance à l'État, parce que s'ils font cette chose, pourquoi aller contre ? Cela veut dire que c'est pour le bien commun. Mais dans quelle mesure, en fait, ces régulateurs-là, ce régulateur-là qui est l'État, mais qui est également l'Europe, ils encadrent ou ils peuvent encadrer ces extractions ? Quelle serait leur place, en fait ? Dans quelle mesure on peut faire confiance à cette structure étatique, institutionnelle, qui a fait, en plus d'un projet, un projet d'intérêt national supérieur, coupe en cours, du coup, aux discussions qui avaient eu lieu d'un point de vue pour faire participer les populations. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, par exemple, Camille Giraud ? Alors, vaste question là encore, question à la fois philosophique et politique, c'est-à-dire que vous évoquez le bien commun, c'est une notion très noble, une très belle notion, mais qui est certainement très difficile à définir. Et le bien commun des uns n'est pas forcément celui des autres, le bien commun des gouvernants ou de certains gouvernements en place n'est pas forcément celui des biens communs, enfin des gouvernements plutôt, pardon, à venir, et plus largement d'une société à venir. C'est presque dans la définition du développement durable, on ne va pas la rappeler ici, mais comment finalement considérer ces générations futures et leurs différents besoins. Et vous l'avez évoqué, dans le contexte actuel, en tout cas, l'État s'arroge le droit de définir ce bien commun à travers l'intérêt national, et donc en sélectionnant finalement un certain nombre de projets, en les désignant comme étant des projets prioritaires. Et là aussi, vous l'avez suggéré dans votre question, en contournant assez largement les questions de démocratie, en tout cas de débat public, de divergence politique à propos de ce genre de projet. Marie Forget, vous voulez réagir à cette question ? Comment est-ce qu'on se situe en tant que chercheur sur ces débats-là ? En fait, je voulais juste rajouter que vous avez dit que l'État était régulateur de ces phénomènes. C'est aussi un État facilitateur, puisque c'est l'État qui va délivrer les concessions minières, les permis de recherche. Et c'est aussi l'État qui a subventionné en partie le projet de recherche d'Imerys. Donc il est à la fois régulateur, mais il est participant. Donc c'est une double casquette qui est parfois difficile à porter. Et comment vous, après un documentaire tel que celui-ci, vous vous placez alors à la fois dans la valorisation de votre documentaire? Est-ce que c'est un outil? À quoi est-ce qu'il peut servir, vous, pour faire passer certains messages, bien qu'il n'y ait pas de positionnement, comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure pendant le séminaire, qu'il n'y avait pas de positionnement dessus, et que ça a pu vous être reproché, notamment par des associations militantes. Mais comment est-ce qu'on se positionne après avoir fait ce travail-là, Violetta Ramirez? Je pense que ma principale satisfaction
par rapport à ces documentaires, c'est que ça crée du débat. Et je pense que c'était l'objectif du projet et que ça a été réalisé. C'est-à-dire que le film il a été porté par des associations environnementales, des espaces académiques, universitaires, des festivals de cinéma, de l'environnement. Donc la circulation du film dans des contextes variés et suscitant à chaque fois un débat auquel j'ai participé beaucoup, mais pas des fois j'étais absente. C'était le principal objectif et moi c'est ce que je tire de cette expérience de réalisation documentaire. Et vous deux, les producteurs du film, qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet ? Ça a été une super expérience, pour le dire très simplement, mais pour argumenter un petit peu l'avis, ça a été une manière de faire sortir les questionnements scientifiques, la production scientifique des murs de l'université ou des enceintes des laboratoires, pour mettre, et je rejoins le débat évoqué par Violetta, pour mettre véritablement sur la place publique, finalement, ce genre de questions, pour montrer aussi comment les chercheurs, les chercheuses travaillent, et peut-être pour redorer un peu le blason de la recherche. Vous connaissez certainement la formule, ce qui compte en recherche, c'est moins d'apporter des réponses que de réussir à poser les bonnes questions. Et finalement, si les spectatrices, les spectateurs du documentaire terminent la projection en se posant des questions, ça veut dire que l'objectif est en partie atteint. Marie Forget, un dernier mot ? Alors, moi, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'était la première projection à Échassières. Et quand on est sorti de la projection, il y a des personnes qui sont venues nous trouver en disant merci beaucoup, parce que ce qu'on a entendu dans le documentaire, en fait, on n'a jamais pris le temps d'aller parler avec des gens qui habitent juste à côté de chez nous, qui n'ont pas les mêmes opinions que nous. Mais en regardant le documentaire, on a mieux compris leur positionnement. Alors, pour ou contre, c'était pas forcément le débat, mais c'était aussi une manière de remettre un petit peu du dialogue dans des processus qui sont très clivants et qui, au final, demandent souvent de prendre parti, ce qui est difficile aussi en tant que chercheur. On nous demande souvent de prendre parti, en fait, de dire d'où on parle, pourquoi on parle, pour qui on parle. Et c'est aussi une manière, en fait, de remettre, comme le disait Camille, en question un petit peu ces débats. Et peut-être aussi de soulever, alors vous en aviez parlé, mais de ce qui finalement met tout le monde d'accord, les pour, les contre. Il y a quand même des grands biens communs, pour le coup, qui ne sont définis pas par l'État ni par rien d'autre, qui vont mettre tout le monde d'accord, comme la question autour de l'eau. Je pense que la question autour de la biodiversité, la question de la forêt, c'est des attachements territoriaux qui vont finalement permettre de construire un dialogue qui est constructif. C'est la fin de notre échange. Un grand merci à vous, Violetta Ramirez, Marie Forget et Camille Giraud, pour votre participation. Je rappelle le titre de votre film, Transition sous tension, enquête sur l'ouverture d'une mine de lithium. Alors, où peut-on le visionner dans un futur plus ou moins proche ? Il y a plusieurs projections qui sont prévues pour les mois qui viennent dans des universités, de cinémas locaux et un festival. Plus tard, le film sera disponible en ligne, en streaming, mais pour le moment, on souhaite justement protéger cet espace d'échange et des débats à la suite de la projection du film. Donc, on priorise toute diffusion en salle et pour le moment, on ne veut pas que le film soit en ligne. Eh bien, bonne route à ce film et merci encore. C'était La Voix des Milieux, une émission préparée en collaboration avec Nicolas Posta pour Radio Anthropocène et l'axe environnement urbain de la Maison des Sciences de l'Homme, Lyon-Saint-Étienne. Bonne soirée. La Voix des Milieux. L'émission qui part à la découverte des relations entre humains et environnement. Une production Radio Anthropocène animée par Damien Rondepierre. Un partenariat avec l'axe environnement urbain de la Maison des Sciences de l'Homme, Lyon-Saint-Étienne.